Bon, c'est n'importe quoi. On s'en fout. C'est pour ça que c'est cool le cinéma. Ça sert à rien, ok? C'est le scénario qui déclenche tout. Pas tout, mais enfin beaucoup de choses. Oui, parce que je trouve que c'est la chose sur laquelle on doit être le plus exigeant, c'est l'histoire. Bonjour et bienvenue dans Phase B. Aujourd'hui, je reçois Nathan Ambrosioni à l'occasion de la sortie de son dernier film Les enfants vont bien en salle le 3 décembre. Bonjour Nathan. Bonjour. Merci d'être venu dans Phase B. Tu es réalisateur et tu signes ce film dans lequel tu mets en scène notamment Camille Cotin et Juliette Armanet. On va en discuter dans cet épisode. On va aussi parler de ton parcours, de la manière dont tu réalises tes films et dont tu diriges tes acteurs. Et ce que c'est que de faire du cinéma en France quand on a 26 ans en fait. Mais avant de parler de cinéma, on va aussi un peu parler de toi et de ton enfance. Tu as grandi à Grasse, dans le sud de la France. Oui, c'est vrai. Et c'est là que tu as écrit et tourné avec tes potes tes premiers courts-métrages. C'est ça? Mes films d'horreur, effectivement. Ça. Comment ça se passait? T'auto-produisais et ça a commencé à quel âge en fait? Ça a commencé quand j'avais 12 ans. J'ai découvert le cinéma d'horreur et ça m'a fait super peur. Et en même temps, j'avais trop envie de comprendre comment faire peur aux autres. Alors, j'ai commencé effectivement à faire des films complètement autoproduits. Enfin, on était trois, tu vois, il y avait... moi qui tenais la caméra, je fais de l'asthme, mais moi qui tenais la caméra et mes deux meilleures amies qui étaient les actrices du film. Et c'était en fan footage, tu sais, je sais pas si tu vois le projet Blair Witch par exemple. Ok, ouais. C'est que fan footage, c'est que la caméra est, enfin c'est des images retrouvées, comme si le film avait été filmé par des jeunes avec leur téléphone, quoi. Et voilà, donc on n'avait pas besoin d'argent parce que tu as juste besoin d'une caméra et de potes à filmer. Et j'ai fait ça pendant toute mon adolescence et les équipes devenaient un peu de plus en plus grosses parce qu'au début, c'était juste mes amis. Puis après, j'allais dans des cours de théâtre pour essayer de trouver d'autres acteurs et actrices plus adultes que mes amis qui avaient 13 ans. Et il se trouve que le mec d'une actrice était ingénieur du son, qu'il est devenu mon ingénieur du son gratuitement. Et voilà, on faisait ça de façon très bénévole le week-end et les vacances scolaires. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des films. Ouais, c'est ça, tu disais toute ton adolescence, parce que j'ai vu ce matin, j'ai écouté un podcast dans lequel tu étais il y a quelques mois, un an je crois, où tu disais vraiment que tu tournais une scène un week-end, puis tu en écrivais une autre la semaine pour le week-end. Et en fait, c'était comme ça que tu construisais tes premiers courts-métrages, toujours en les travaillant en même temps que le tournage, en fait, c'est ça? Ouais. Et puis, il y a eu 3 films qui étaient plutôt des longs métrages, qui faisait 1h30 et du coup en fait j'avais quand même le temps, enfin je savais pas ce que c'était des courts-métrages à l'époque quand j'étais ado, j'en avais jamais vu, donc du coup pour moi il y avait que les longs-métrages qui étaient des formes normales de cinéma. Alors effectivement je me posais le challenge de faire des longs-métrages, donc c'est vrai que ça prenait du temps et c'était, ouais, ça s'est allé comme ça. Le tournage de mon tout premier film quand j'avais 12 ans, c'était pendant toute l'année scolaire de mes 12 ans et on l'a fini à la fin de l'année scolaire. Le deuxième, pareil, ça a pris 1 an. C'était quand même des longs projets, mais j'adorais ça. Moi, je tenais le truc et puis j'encourageais mes amis à continuer parce qu'eux, ils avaient quand même souvent envie d'abandonner parce que c'est normal, c'était long. Mais je les encourageais, je leur reparlais du film pendant la semaine et j'écrivais des scènes et je leur vendais les scènes pendant la semaine pour qu'on tourne le week-end. Et les vacances scolaires, on pouvait tourner plusieurs scènes d'un coup, mais c'est vrai que je pensais pas vraiment à l'histoire ou au scénario, je pensais plus à la matière filmique, aux scènes. J'avais envie de produire des scènes qui, j'espérais, allaient s'imbriquer au sein d'un film. Mais c'est vrai que je n'essayais pas non plus de raconter une histoire profonde ou quoi que ce soit. J'essayais juste de produire des images, quoi. Et je me demandais, est-ce que vivre loin de Paris, ça t'a plutôt aidé ou freiné pour faire du cinéma? Mais en fait, après avoir écrit cette question, j'ai écouté que quand tu étais ado, tu allais vendre tes films à Cannes pendant le C'est marché vrai. du film. Donc en fait, même si tu vivais loin de Paris, tu faisais tout pour provoquer un peu le fait de faire du cinéma. Ouais. Mais tout arrivait un peu comme ça. Je me souviens que... Mais je ne sais même plus en fait comment j'ai découvert l'existence du marché du film. Je crois que c'est une des personnes qui s'est mise à travailler sur mon tournage, qui s'appelait Michael. Il avait un festival à Nice qui s'appelait la Semaine du cinéma fantastique. Et il se trouve que j'avais reçu un prix là-bas quand j'avais 14 ans. Mais c'était un tout petit festival, super chouette, très familial, entre amis et tout. Et c'est lui qui m'a dit, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, je crois que c'est lui qui m'a dit, tu peux vendre tes films à Cannes.
Et voilà, j'ai découvert l'existence du marché du film et il fallait payer, je crois, 150 €. Donc moi, c'était mon cadeau de Noël. Je demandais à mes parents, au lieu de m'acheter des trucs, de me payer cette admission-là. Et comme ça, voilà. Et après, quand tu as ton film, j'avais des petits tracts et j'allais dans le palais du festival pour essayer d'amener des acheteurs et tout. Et ça marchait parce qu'il y avait des festivals internationaux qui venaient, qui sélectionnaient le film et ça me faisait voyager. Et c'est comme ça que c'est devenu un peu plus pro parce que j'ai commencé à voyager avec les films dans le monde. J'en ai vendu un aux États-Unis ou en Italie. Il sortait au cinéma. Donc, en Italie, j'ai fait ma première conférence de presse quand j'étais adolescent. C'était très impressionnant, c'était très bizarre. Mais T'as fait en italien ou en français? en français, anglais. Mais ouais, je me souviens, j'avais 14 ans et j'étais allé tout seul. Mon père, il m'avait dit, vas-y, j'étais allé à Rome tout seul. Je dormais chez le distributeur que nous n'avions jamais rencontré. Donc, franchement, mon père avait quand même une grande confiance en moi et la vie. mais c'est vrai que ouais, j'allais là-bas. Je me souviens, j'avais mangé un risotto aux asperges, c'était super bon. Et on avait fait la conférence de presse. Je m'étais baladé dans le parc de Rome pendant que le film était projeté à genre une trentaine de journalistes. C'était des journalistes professionnels qui regardaient le film d'un adolescent de 14 ans qui allait sortir au cinéma comme si c'était normal et comme si c'était un film produit, quoi. C'était un peu étrange, mais bon, c'était très formateur et j'ai adoré ce moment-là. Et qu'est-ce que tu as retenu de cette période où tu autoproduisais tes films en fait avec assez peu de moyens? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des réflexes ou des enseignements que tu as retenus et que tu ressors même avec des films avec un peu plus de moyens aujourd'hui? Bah, je pense qu'on apprend enfin, on apprend sur tous les tournages et je crois qu'il n'y a pas une énorme différence entre faire des films sans moyens et faire des films avec de l'argent, si ce n'est que c'est plus facile de faire des films avec de l'argent quand même. En fait, il y a une pression quand t'es produit que t'as pas quand tu fais des films autoproduits, mais en même temps, il y a vraiment un confort financier. T'as une équipe déjà, t'as le talent des autres, t'es pas tout seul. Moi, j'avais une toute petite équipe quand je faisais mes films autoproduits et là, maintenant, j'ai des techniciens qui travaillent avec moi. J'ai un super chef opérateur, j'ai un ingénieur du son qui a fait 35 films dans sa vie, j'ai une super chef décoratrice, une super chef costumière, une maquilleuse professionnelle. Enfin, en fait, j'ai tous les chefs de poste. Tu travailles toujours avec les mêmes personnes Quand de même, film en film? globalement, c'est à peu près les mêmes. Il y en a qui changent, mais parce que ou ils sont pas disponibles ou parce que moi j'ai envie de travailler avec d'autres techniciens. Mais j'aime bien créer une sorte de famille de cinéma et c'est vrai que il y a des travaux dehors. J'espère que ça va aller. Mais c'est vrai que quand tu fais des films professionnels, oui, tu peux vraiment compter sur les autres et l'argent apporte quand même beaucoup de confort et de temps. Là où quand tu payes pas les gens, tu vas pas les exploiter quand tu te mets à les payer, ça c'est hors de question, mais voilà, tu leur dois quelque chose alors que là, on travaille quoi. Les gens, vous êtes payés pour être là et chacun est sur le plateau est en train de faire ses heures d'intermittence et puis voilà, de gagner sa vie alors que quand tu fais un tournage amateur, tu quémandes un peu tout le temps aux gens 1 heure de disponibilité un week-end pour filmer une scène, puis t'as pas d'argent pour faire ça, puis pour louer un lieu, il faut passer par 150 000 personnes. Mais moi, je me souviens, quand je faisais mes films d'horreur, je cherchais dans mon collège, je voulais tourner une scène à l'hôpital, alors je cherchais, j'allais voir tout le monde dans le collège, je disais, est-ce que vous avez quelqu'un qui travaille dans un hôpital? Et c'est Angéline, sa mère était docteur à l'hôpital de Cannes, et du coup, je l'appelle, et je lui dis, j'aimerais tourner une scène. Elle m'a donné une aile désaffectée de l'hôpital, mais c'était toute une procédure et tout, c'était bien long. Maintenant, il y a des gens qui le font pour moi, quoi. Donc, c'est plus facile, mais c'est vrai qu'on apprend sur tous les films, et je trouve qu'il y a quand même, à part tout ça, il y a la façon de réfléchir un film, voilà, ça n'appartient qu'à toi, et c'est toi qui le réfléchis, c'est toi qui penses à tes plans, c'est toi qui as envie de faire un film, de raconter cette histoire-là. Et ça, c'est quand même, en fait, que tu fasses un film avec rien ou que tu fasses un film avec beaucoup d'argent, je trouve que c'est plutôt pareil, en fait. Et tu disais, il y a plus de pression quand tu fais des films produits. C'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on se dit, non, justement, les finances, etc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, j'imagine que c'est ce que tu as voulu dire, c'est que quand tu fais des films produits, il y a un distributeur, il y a un producteur qui viennent et qui réajustent un peu le scénario. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé sur Tony en famille ou sur Les enfants vont bien, par exemple? Je dirais pas qu'il réajuste le scénario sur cela, mais c'est vrai que ça peut arriver complètement. C'est plutôt des indications, mais c'est vrai que voilà, en fait, quand tu produis un film, tu dois passer par plein de guichets financiers. Tu as les chaînes de télévision, Canal+, France Télévisions, Arte, tous ces trucs. Tu as Netflix, Disney+, tu as les régions, tu as le CNC, les aides publiques, en fait, tu as tellement de guichets que tu dois convaincre. À chaque fois, c'est des rendez-vous. Tu dois expliquer pourquoi tu fais ton film.
Et en même temps, pour toi, ça te semble évident que tu fais ce film parce que tu as passé 1 an à l'écrire. Donc tu te dis, je vais pas passer 1 an à écrire quelque chose que j'ai pas envie de faire et que je sais pas pourquoi je suis en train de le faire. Mais il faut l'expliquer, il faut convaincre ces gens-là. Et eux, dans leurs paramètres, c'est est-ce que le scénario leur plaît, est-ce que toi, tu leur plais, et est-ce que le film, il va faire des entrées, parce que eux, ils mettent beaucoup d'argent dans un film. Les distributeurs, je parle. Tu vois, l'aide de l'État, le CNC, c'est pas pareil, parce que c'est grâce aux films qu'on va voir, c'est pas grâce aux impôts des gens. Je tiens à le préciser, ça n'existe pas en fait. On finance pas les films avec les impôts. C'est une toute petite partie de nos impôts qui financent des films. Mais c'est en fait, quand on va voir par exemple un Marvel, le prix du ticket de cinéma, il est indexé et il revient au CNC pour financer le cinéma français. Et donc là, il y a moins de pression parce que tu ne leur dois rien. C'est l'exception culturelle, quoi. Mais on a beaucoup de chance en France d'avoir ce système-là. Mais un distributeur, voilà, c'est son argent qu'il met quand il met. Et on parle de grosses sommes, on parle de... je parle pas pour mes films, mais en soi, c'est entre 200 000 et 1 million, voire plus d'argent qu'ils mettent dans un film, tu vois. Même un distributeur indépendant. Et ça, ils ont besoin d'avoir leur argent en retour, quoi. Donc, ils te font un plan de financement et ils te donnent un nombre d'entrées que tu dois faire pour les rembourser et tout. Enfin, c'est... Et du coup, les euros pour obtenir les financements, tu les fais toi-même ou tu y vas avec tes producteurs Ouais, ça se passe je le comment? fais, c'est moi avec mon producteur. Et voilà, et on nous pose des questions et on doit répondre. Et c'est vrai que les distributeurs, ils ont quand même un droit de regard sur le scénario dans le sens où ils peuvent t'ajuster un peu. Ils peuvent te dire, ah, là, ce serait bien qu'il y ait un enjeu. Cette scène, on la comprend pas. Cette scène, il faudrait un enjeu dramatique un peu plus fort. Et puis moi, je travaille avec Studio Canal, qui est mon distributeur pour Tony en famille et les enfants vont bien, qui sont des super distributeurs et je les adore et on s'entend super bien. Mais voilà, c'est un gros groupe quand même. Donc, c'est pas un distributeur indé qui va. Voilà, c'est un distributeur qui aussi, peut-être encore plus qu'un distributeur comme Diafana ou Pyramide, pense à la rentabilité de leurs films. Ce qui est normal parce qu'ils mettent plus d'argent que ces distributeurs-là. Mais du coup, effectivement, je sais pas en fait s'il y a plus ou moins de liberté. Mais je sais qu'il y a certaines contraintes quand même. Mais je me sens plutôt libre quand même. Franchement. Tony en famille, je l'ai écrit tout seul et j'étais vraiment libre en l'écrivant et c'est vraiment un film que j'avais envie de faire. Tu vois, c'est pas des commandes, c'est vraiment des films d'auteur. J'ai écrit et Les Enfants vont bien, pareil, je me sentais même encore plus libre que Tony en famille parce qu'il y avait eu le petit succès de Tony et que je savais que les partenaires financiers de Tony voulaient retravailler avec nous. Donc c'était à moi de leur proposer quelque chose, d'être à la hauteur de leur attente, mais quand même... je me sentais bien en écrivant Les Enfants vont bien. Ouais, c'est des films que tu écris parce que tu en as envie en fait. Et puis j'ai vu aussi que Tony en famille, tu l'as écrit en 2 semaines. Ça a été quoi l'élément déclencheur pour déjà commencer l'écriture et l'écrire aussi vite? Tony, j'avais écrit entre Les Drapeaux de papier et Tony, il y a 2 films que j'avais écrits qui se sont pas montés. Il y en a un qui a failli être tourné, puis on s'est arrêté à 2 mois du tournage en pleine prépa, c'était très difficile. J'avais une équipe que j'adore, j'avais une actrice formidable, enfin 2 actrices formidables, à qui j'ai dû dire que tout s'arrêtait. Enfin, c'était un peu étrange. Puis après, j'ai écrit un autre film et c'était la galère. Puis j'ai co-scénarisé. Puis franchement, c'était très pénible. Et voilà, enfin, j'arrivais au bout de mes ressources financières que j'avais acquises sur les drapeaux de papier. Mes parents, ils n'ont pas les moyens de me payer mon appartement à Paris, ça coûte très cher. Donc voilà, je me suis dit, bon, bah, là, c'est vraiment ma dernière année. Sinon, j'avais plus mon intermittence. Sinon, heureusement, j'étais payé pour écrire, mais j'allais retourner chez mes parents. Et puis, c'était pas facile, quoi, dans le sud de la France. Donc, je me suis dit, il faut que j'écrive un film qui va se faire, dans lequel je me sens libre, dans lequel je crois. Et j'avais très envie de raconter cette histoire. Et surtout, la différence avec les deux, c'est que je me suis dit, bon, bah, cette fois. Heureusement, cette histoire, il y a une actrice de 40... Enfin, c'est un personnage de 40 ans, donc je vais pouvoir trouver une actrice qui va financer le film. Puis j'ai arrêté de m'entêter, tu vois, j'ai essayé de faire un film de genre et je voyais qu'en France, c'était difficile. Puis après, c'était un drame, une chronique sur les jeunes de ma génération. Puis en fait, il y a eu le Covid, donc ça devenait impossible de financer un film de ce genre-là. Donc voilà, je me suis dit, en fait, une comédie dramatique, moi, c'est un film que j'ai envie de voir, on le fait en France, mais en fait, on le fait peu en tant que film d'auteur. Souvent, les comédies, quand même, en France, c'est des commandes ou c'est les scénarios qui sont pas écrits par les auteurs qui les réalisent. C'est pas un problème, hein. Je dis pas ça comme une critique, je dis ça comme un constat. Et on n'a pas beaucoup en France non plus de comédies dramatiques. Il y a eu Nous les Leroy, écrit par Florent Bernard, qui est super. Il y a Enya Barou là, qui a fait aussi On ira, qui sont, moi, que j'appelle des comédies dramatiques, qui est vraiment super aussi. Mais il n'y en a pas non plus énormément. Il y en a, voilà, 2-3 par an qui sortent. Et j'avais envie de faire Tony en famille. Franchement, j'avais très envie de faire ce film-là et je me suis senti hyper libre à l'écriture, encore plus libre que quand j'écrivais des drames très auteurs et très artistes, tu vois. Et tu préfères
vu que tu as fait les deux, tu as fait de la coécriture et tu as écrit seul, où est-ce que tu te sens le mieux et qu'est-ce que tu préfères faire? C'est pas facile. Il y a autant de choses intéressantes. Moi, j'ai écrit donc 2 films avec Audrey Diwan, qui a réalisé l'événement, et Emmanuel, Aimez vous êtes fou, que j'aime énormément. Audrey, c'est une autrice que j'adore, une réalisatrice que j'admire beaucoup. Et il y avait plein de choses ultra positives dans le fait qu'on écrivait ensemble. Elle est très rapide comme moi. Elle aime bien l'efficacité. Elle est productive. Elle a plein d'idées. Et elle est très intelligente. Audrey, j'ai appris énormément. C'est vraiment quelqu'un qui est brillant. Et en même temps, quand je suis tout seul, c'est pas en opposition, mais juste je me sens bien aussi. Je me sens libre. Je vais à mon rythme. Voilà, j'aime bien aller vite aussi. Et j'aime bien être dans un flot de pensée, être très focus quand je suis en train d'écrire. Voilà, je le vois, il y a des scénaristes qui aiment bien prendre leur temps quand même. Hein. Et je dis pas ça, des fois c'est long de financer un film et ça peut être 2, 3 ans, 4 ans d'une vie. Et c'est très long et tout, mais il y a aussi des fois des schémas que je vois où ça prend du temps parce que les gens prennent leur temps quand même. Et des fois je me dis, mais qu'est-ce que vous faites? Comment vous gagnez de l'argent et tout? Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu étrange. Mais ouais, moi j'aime bien quand même aller à une certaine vitesse et quand je suis seul, je me sens assez libre. Et en même temps, parfois je me sens assez seul parce que je suis seul. Donc voilà. Quand tu fais des films, tu as plusieurs casquettes, donc tu les écris, tu les réalises et tu les montes aussi, on va en parler un peu après, mais est-ce que ça veut dire que quand tu écris, tu penses déjà au storyboard, à la manière dont tu vas tourner les scènes, ou comment ça se passe? Quand j'écris, je pense déjà même au montage du film. J'arrive pas à écrire une scène si je la vois pas montée et imagée dans ma tête, quoi. En fait, ça dépend. Quand je commence à écrire, je prends des notes et j'écris plein de choses sur mes personnages, des choses que j'ai envie de voir dans le film. C'est Phoebe Waller-Bridge qui disait ça, l'autrice de Fleabag, qui est une série que j'adore, qui, elle conçoit l'écriture, elle a son petit tableau là, qu'on voit là, et elle met plein de scènes qui n'ont rien à voir, des scènes qu'elle a envie de voir, qui la font rire, et après elle en fait comme un petit puzzle, et elle fait en sorte que les scènes trouvent leur place. Je fais pas ça, parce que ça, je suis incapable, elle est trop forte, je sais pas comment elle fait, mais quand même, quand je prends des notes, j'écris, je rumine sur le film tout le temps, j'y pense en boucle, je ne dors plus, et j'écris des scènes. Oh là, le personnage, il pourrait faire ça. Oh là, elle pourrait être dans un bar et répondre comme ça à ce mec. Et en fait, tout ça construit le personnage aussi. Ça m'aide beaucoup. Et après, quand je me mets face à mon ordinateur, j'écris une sorte de traitement très moche de 3 pages qui parle de tout ce qui va se passer dans le film. Et après, je me mets directement à la version dialoguée. Moi, j'aime pas passer par le traitement. Parce que je trouve ça hyper dur à lire et je trouve que ça procure vraiment peu d'émotions. Il faut être très très fort pour procurer de l'émotion avec un traitement. Donc je passe à ma version dialoguée et quand je l'écris, c'est vrai que j'arrive pas à finir une scène si je la vois pas dans ma tête. Après, elle changera parce qu'il y a les acteurs qui vont l'incarner. On va parler, il y a plein de départements qui vont ajouter leur talent à cette scène. Et voilà, avec mon chef opérateur, on va discuter. Peut-être qu'il va me dire, en fait, t'es sûr que tu veux faire un plan large? Je comprends que tu l'avais imaginé comme ça, mais réfléchis parce que peut-être qu'un plan... Enfin bref, voilà, il y a plein de discussions qui rentrent en jeu. Mais c'est vrai que globalement, quand même, je fais presque mon découpage, une première version du découpage en parallèle de l'écriture. Et le découpage, je le fais dans l'ordre dans lequel je veux le voir au montage. Et quand même, souvent, ça se confirme. Mais ça, c'est parce que... Voilà, je pense que comme j'ai fait mes films amateurs, autoproduits, que je devais tout faire tout seul et qu'il n'y avait personne pour me dire quoi que ce soit parce que il n'y avait pas d'argent, j'ai pris un peu ce réflexe de liberté, de prise de position et tout. Alors que c'est vrai que voilà, maintenant il y a plus de paramètres qui rentrent en compte dans les films que je fais. Et maintenant j'aime bien, tu vois, avoir des collaborateurs, apprendre leur avis. Et je me dis même que le prochain, je pense que je vais le commenter ou laisser le montage à quelqu'un. Je serai là tous les jours parce que c'est hors de question que je ne vienne pas pour ma V1, ce qui arrive souvent, et ça, je trouve ça fou, mais quelle angoisse, découvrir la V1 de son film. Mais je pense que j'aimerais peut-être un peu déléguer quand même. Je me rends compte en fait que je t'ai même pas demandé, est-ce que tu as fait des études dans le cinéma ou Non. pas? Ça a été quoi ton parcours scolaire? J'ai fait un bac L, comme tout troubadour qui se respecte. Mais maintenant, ça n'existe plus. Toi, t'as pas eu L? Non, moi j'ai eu les spécialités au bac. C'est ça. Ça a l'air tellement compliqué, franchement. Moi, j'ai kiffé parce que j'ai pu faire des combos. Après, j'ai fait un bac ES, mais j'ai fait on peut faire des combos qui sont cool. Je sais que j'ai des potes qui ont fait SVT et littérature. Ouais, je ne sais pas à quoi ça va leur servir, mais je sais que j'ai des potes qui ont fait des combos qui leur plaisaient. Donc, moi, je le vois assez bien. Oui, ça va. Même s'il est très mal vu, en fait. Hein. Ah.
Dès que Ah non, j'en je disais pas ça comme discutais, ça, c'est juste que ça a l'air compliqué à comprendre. Comme... ouais, mais c'est ça en fait. C'est pour ça qu'il est très critiqué. Mais du Mais- coup, toi, Ah oui, pas moi j'ai d'études. fait un bac L. Donc j'ai fait mes films pendant mon adolescence en parallèle d'une scolarité très normale. J'ai fait un bac L. Et en fait, j'ai financé les drapeaux de papier pendant ma terminale. Du coup, en fait, le film il s'est tourné juste après mon bac. Ok. En fait, je finançais le film pendant ma dernière année de lycée. Donc c'est vrai que ça a été le tournage tout de suite. Et après le montage, et j'ai enchaîné. Et donc j'ai pas eu le temps de faire des études. Mais ça a été l'école de la vie, comme dirait. Ouais, mais c'est bien. Enfin, je trouve que c'est cool aussi de pas faire d'études et de. Enfin bref, Bah, je juge ton parcours scolaire en fait. Chacun sa façon. Mais j'ai eu mon bac avec mention très bien et j'étais Ben, très bravo. content. Ça ne me sert littéralement à rien parce que je n'ai même pas allé le récupérer parce que je n'avais pas le temps d'aller le récupérer au moment où il fallait. Et depuis, je ne suis pas allé, donc il est en train de Il est dormir, vieillir quelque part. mais voilà, je suis quand même content et fier d'avoir eu cette mention très bien et les 200 € du CIC. Ben, à l'époque. bravo. Ah ben. Je l'ai fait vraiment que pour ça. Ça- Vraiment, quand j'ai appris genre 4 jours avant qu'il y avait 200 € du CIC, je me suis mis à réviser comme un fou parce que je voulais ces 200 € et voilà, je les ai eus. Tes films, tu les écris. On va parler un peu de la réalisation après, mais tu les montes aussi. Est-ce que tu les montes depuis tes premiers films? Tu fais le montage Oui, de. c'est pour ça en fait, c'est parce que je connaissais personne et que. Mais en même temps, j'adore monter, je trouve ça super, franchement, on a vraiment l'impression de toucher la matière. Avant, c'était encore plus le cas en pellicule, parce que littéralement, il touchait les pellicules, quoi. Enfin, il coupait les pellicules, il les collait et tout. Mais maintenant, je trouve qu'il n'y a pas ça, évidemment, mais je sais pas, toucher la souris, moi, je monte pas avec des raccourcis clavier, je comprends rien. Du coup, je prends vraiment ma souris, je clique, je sais pas si Étape toi, par tu fais le étape. montage. Ouais, je clique sur la fin d'un plan et je le coupe, je choisis à l'image près, mais j'aime bien, j'ai l'impression de toucher la matière, j'ai l'impression de manipuler le truc et de ressentir complètement les images. Mais je l'ai fait par défaut au début parce que je connaissais personne. Et en fait, voilà, ça m'a vraiment plu. Et c'est une étape que j'aime bien, le montage. Et tu montes chez toi ou en salle de montage? Non, avant, je montais chez moi. Sur ton ordi. Sur mon ordi et tout. Parce que voilà, j'avais pas de sous, encore une fois. Mais maintenant, la production loue à des salles de montage dans des boîtes de post-production. Et comme ça, j'ai ma petite salle. T'es accompagné ou pas? Ouais. Non, enfin, avant, je l'étais pas. Et maintenant, pour celui-là, j'ai exigé. J'ai dit que je ne voulais pas être tout seul. Une assistante que j'adore, qui s'appelle Juliette Lévesque, qui m'a écrit sur Twitter, qui m'a dit qu'elle aimait bien mon travail, qu'elle avait envie qu'on travaille ensemble. Et il se trouve qu'elle avait envoyé un message à ma directrice de post-production en même temps. Et on s'est tous les deux parlé. J'ai rencontré Juliette. Elle a été formidable et c'était un peu mon troisième œil. Elle était là souvent. Je demandais à ce qu'elle vienne et je lui montrais des scènes. Et elle me disait très honnêtement ce qu'elle en pensait. Et c'était super. Je me sentais beaucoup moins seul. Et quand tu tournes, quand tu réalises que tu es en plateau, est-ce que tu laisses de la place en tant que réalisateur à l'improvisation ou est-ce que tu diriges très strictement comment ça se passe? Je laisse peu de place à l'improvisation pour les acteurs parce que moi je suis pas vraiment fan personnellement. C'est pas quelque chose qui me. Enfin, c'est pas que je suis pas fan, j'adore le voir dans le film des autres et tout. Quand j'apprends que c'est des scènes qui ont été improvisées, je trouve ça fascinant. C'est que moi, ça m'angoisse franchement de laisser les acteurs partir en impro. Bon, après aussi, c'est que moi, Tony en famille, c'est 5 adolescents. Je peux te dire qu'on a essayé de faire de l'impro, ça part quand même vite en cacahuète et ça part vite en pipi caca. Et là, les enfants vont bien, c'est 2 enfants de 6 et 9 ans. Enfin, c'est quand même difficile de leur demander d'inventer un texte sur leur mère qui est partie, alors qu'eux, ils sont pas du tout en train de vivre ça. Enfin, je trouve ça un peu intense de demander à des jeunes acteurs, les acteurs professionnels adultes, ça, il n'y a pas de souci, mais de demander à des jeunes acteurs, ce qui est mon cas pour mes 2 films là, je trouve ça un peu ingrat. Et du coup, j'aime bien qu'un film ait son langage. J'adore les dialogues. Moi, c'est vraiment mon moment préféré de l'écriture. Écrire les dialogues, je parle à voix haute, je fais mes scènes et tout. Je trouve que c'est vraiment le moment que je préfère et c'est ce que j'adore le plus dans un film, c'est la qualité des dialogues. Un film quand je suis un spectateur. Donc c'est vrai que j'aime bien me dire qu'un film a son langage. J'adore Noah Baumbach, il en parle beaucoup. C'est un super réalisateur qui a fait Marriage Story, The Squid and the Whale ou Kicking and Screaming aussi. Enfin, c'est des films que j'aime beaucoup. Et Francesa, évidemment. Et justement, il parle de ça, du fait que les personnages ont une langue qui appartient au film et qui n'est peut-être pas la plus réelle possible. Le but, c'est pas de chercher quelque chose de plus naturel. Moi, j'aime que ce soit très naturel. Mais c'est pas ce que je cherche absolument. Je me dis pas je veux absolument que ce soit le plus naturaliste possible. Je me dis je veux que ce soit une langue que tous les personnages parlent dans le film. C'est la réalité du monde du film. Peut-être que c'est pas la réalité de la vie, mais en tout cas s'il y a une cohérence et qu'ils parlent tous de la même façon,
Mais ça veut pas dire avec les mêmes expressions et tout, mais c'est comme une façon de parler. Et ben alors le spectateur, il pourra croire à la crédibilité de ce qu'il voit, tu vois. C'est comme ça que j'imagine. Et quand tu tournes surtout avec des enfants, je pense Ouais. que c'est compliqué de les diriger. Est-ce que, comment on apprend à diriger des acteurs à l'instinct, en fait? J'imagine que c'est pendant tes premières productions que Ouais. tu t'as fait tes armes, comme on dit, mais j'imagine que c'est hyper compliqué en fait d'apprendre à dire à quelqu'un tu fais ça, tu fais ça. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est le rôle. Là, pour le coup, en fait, un réalisateur, il sait un peu rien faire sur un plateau parce que on tient pas la caméra, on fait pas le son. En fait, il y a tout le monde qui fait tout pour nous, mais c'est tes idées à toi et c'est comment toi tu vas communiquer aux autres. Moi, je trouve que un réalisateur, le plus grand travail d'un réalisateur, au-delà de son inspiration, ses idées, c'est sa façon de communiquer aux autres, ce qu'il ressent. Et je crois que pour moi, la direction d'acteur, c'est vraiment s'adapter et comprendre à qui tu parles. Et je crois pas qu'il y ait une bonne façon de diriger. En tout cas, moi, j'ai pas ma façon de diriger les acteurs. Je me dis, j'essaie de comprendre qui j'ai en face de moi et de comprendre leurs besoins et de savoir, voilà, Camille, sur Tony, elle avait besoin que je lui parle le plus. Là, elle avait moins besoin que je lui parle. Et en même temps, c'est une actrice qui est très cérébrale. Elle a besoin de comprendre ce qu'elle est en train de jouer, plus que je lui parle du texte. En même temps, les enfants, voilà, ils ont besoin de trucs très précis, de mots très simples pour comprendre ce qu'ils doivent faire. Et en même temps, il y a d'autres acteurs, il faut être vraiment sur leur côte et ne pas les lâcher pour être sûr d'avoir quelque chose de bien. Et il y en a d'autres où tu te rends compte qu'il faut être plus en retrait. Il y en a d'autres qui ont besoin de tournures de phrases un peu complexes. Juliette, elle est très cérébrale aussi. Elle a besoin de vraiment comprendre ce qui se passe. Et c'est hyper intéressant. Et en même temps, Monia, elle est très technique, par exemple. Tu vois, elle me dit, OK, là, la caméra, elle est là, tu as besoin que je me mette comme ça. Est-ce que quand je dis cette phrase, tu veux que je baisse les yeux? Et moi, je lui dis, voilà. En fait, je crois que la direction d'acteur, c'est vraiment c'est une grosse part d'empathie, d'écoute et de comprendre qu'est-ce que tu as en face de toi et comment cette personne a besoin que tu lui parles pour qu'elle soit à l'aise et pour qu'elle te donne le meilleur d'elle-même. Ouais, juste Camille, Juliette et Monia, c'est Oui, trois pardon. actrices principales du Camille film. Cotin, Voilà, si- Juliette Armanet et Monia Chokri. Et justement, Camille Cotin, c'était pas la première fois que tu travaillais avec elle, vu Ouais. que c'était l'actrice principale dans. Enfin, c'est un film choral, Tony en famille, mais Mais c'est quand c'est même elle, l'adulte principal. C'était comment de retravailler avec elle? C'est toi qui l'as appelée? Quand t'écrivais Les enfants vont bien, tu pensais à elle? Comment ça s'est passé? Ouais. En fait, sur le plateau de Tony, c'était vraiment génial de travailler avec Camille. On est devenus très amis. On s'entend vraiment très très bien. Et c'est vrai que j'avais trop envie d'explorer à nouveau avec elle parce que on a été un peu bridé sur Tony en famille par le genre du film, dans le sens où c'est une comédie dramatique, donc il y a des choses qui n'appartenaient pas au registre du film, notamment l'intériorité de Camille, sa mélancolie. Je dis pas qu'elle est mélancolique, je veux dire ce qu'elle pouvait transparaître parfois dans des scènes, ce qu'elle pouvait proposer. Je savais que ça marcherait pas, mais c'était trop beau et j'avais envie d'aller plus loin avec elle là-dessus. Et c'est vrai que j'ai écrit pour elle en la connaissant, ce qui était différent de Tony. Et quand je lui ai proposé le scénario, d'ailleurs, elle m'a dit mais c'est pas du tout moi ce personnage. Et c'est vrai que c'est à l'opposé d'elle, mais c'est justement pour ça que j'ai écrit pour elle, parce que je voulais qu'on se challenge, je voulais qu'on aille chercher ailleurs, je voulais qu'elle propose de nouvelles choses, et je savais qu'elle était capable de tout ça, et je savais que parce qu'on se connaissait, on allait avoir confiance l'un dans l'autre et qu'on allait pouvoir explorer toutes ces pistes. Et c'est vrai que ouais, Camille, c'est une actrice que j'adore, et c'est une amie que j'aime énormément, vraiment. On passe beaucoup de temps ensemble, on se parle beaucoup et c'est une collaboratrice de cinéma que je suis vraiment fier d'avoir rencontrée. Et ouais, le film était vraiment pour elle. Et quand tu avais écrit Tony en famille, j'ai appris que tu l'avais écrit sans la connaître, mais Ouais. en pensant à elle quand Ouais, même, ouais. juste par son image publique. Ouais. Donc, comment en fait c'est venu? C'est parce que c'était une sorte d'admiration que tu avais pour cette actrice? Je savais que mon histoire, c'était sur une femme qui avait la quarantaine. Il y a beaucoup d'actrices qui sont démentes en France, mais c'est vrai que Camille, je la suis depuis toujours. J'ai commencé avec Connasse et on rosait les caméras de cachée de Connasse quand je faisais des films à l'école. Elle nous faisait énormément rire. J'étais allé au cinéma voir le film Connasse et après j'étais allé voir tous ces films. Je me souviens de Cigarettes et Chocolat Chaud quand je suis allé le voir. Je me souviens du moment où je suis allé le voir. Enfin, elle m'a quand même marqué. J'ai vu vraiment tous ces films, Stillwater et tout. 10% évidemment, on regardait tout le temps avec mes parents. C'était vraiment la série à regarder à la maison. Ma mère était complètement fan. Et voilà, quand j'ai pensé à Tony, je me suis dit, en fait, c'est vrai qu'au tout début du film, j'avais besoin d'un visage
pour incarner ce personnage, pour y penser plus concrètement. Et le visage de Camille s'est imposé, sa façon de parler, sa façon d'être, et voilà. Et donc, elle est à l'affiche, Camille Cotin, de ton dernier film, Les enfants vont bien, qui sort cette semaine en salle au moment où l'épisode Ok. sortira. On est en décembre, il fait froid. Ouais, là, on est en décembre. Et Les enfants vont bien, déjà, est-ce que tu peux nous pitcher un peu le film? Ouais, ok. C'est l'histoire de Suzanne, qui est interprétée par Juliette Armanet, qui rend visite à sa sœur, Jeanne, Camille Cotin, avec ses 2 enfants, un soir d'été à l'improviste. Et le lendemain, elle n'est plus là. Ses enfants sont toujours là. Et une lettre est posée sur la table basse du salon qui annonce son départ et qu'elle ne veut pas qu'on la cherche, qu'elle ne reviendra pas et qu'elle confie ses enfants à sa sœur, à Jeanne. Et voilà. Et c'est un film sur un départ, c'est un film sur l'absence, c'est un film sur les disparitions volontaires. En France, on a le droit de disparaître, ça s'appelle le droit à l'oubli. Quand un majeur décide de partir, la police n'a pas le droit de lancer une enquête pour retrouver cette personne. Et c'est 15 000 personnes par an qui choisissent de disparaître. Et voilà, ça m'a bouleversé, j'avais très envie d'en faire un film. Ah ouais, justement, l'idée de ce film, ça t'est venu à la lecture d'un article Ouais. qui évoquait une disparition volontaire. Et après, tu as voulu développer cette idée. C'est un film très intime. Il y a toujours cette perspective de la famille, comme dans Anthony en famille. Là, c'est un peu plus une fratrie. Est-ce qu'il y a une part de toi, en fait, dans ces 2 films sur la famille Ouais. Ah bah, en fait, Tony, c'est un peu une famille fantasmée. J'aurais rêvé d'avoir une famille nombreuse et une mère comme ça, extraordinaire. Je parle extraordinaire dans le sens où elle est décuplée. Et voilà, il y avait quelque chose de l'ordre du rêve et de la famille idéale d'Anthony en famille. Et là, c'est quand même effectivement plus proche. Voilà, ma sœur est partie en Nouvelle-Zélande en 2019, quand j'ai appris que c'était possible de disparaître, et elle n'est jamais revenue, elle vit là-bas. Maintenant, on se parle, mais quand même, on se parle peu, on est proche sans être vraiment proche avec ma sœur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont séparés, parce qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnalités dans ma famille, il y a eu plein de choses qui se sont passées aussi pendant mon enfance et mon adolescence. Le rapport que j'ai avec ma mère, donc c'est vrai que Les enfants vont bien, c'est très personnel, c'est pas autobiographique, mais il y a beaucoup de choses très personnelles dans le film. Et voilà, ça m'intéresse, la fatalité de ce lien, qu'est-ce qu'on fait des gens chez qui on est NAIT, et dont voilà, on ne fait pas ce choix-là. Et est-ce qu'on devrait, voilà, parfois c'est une grande source d'amour, parfois c'est une grande source de violence, et qu'est-ce qu'on devrait faire dans ces cas-là? Est-ce qu'on doit absolument accepter sa famille? Est-ce que c'est parce qu'on partage le même sang qu'on se doit quelque chose? C'est plein de questions qui m'intéressent beaucoup, et je trouve qu'ils sont des questions morales qui sont peut-être ambiguës, mais c'est toujours intéressant. Ça apporte beaucoup de cinéma à un film de traiter de choses moralement ambiguës. Moi, c'est un film. Je l'ai vu ce matin, donc je m'en suis pas encore. J'ai pas encore réfléchi à tout, mais c'est un film qui m'a beaucoup touché, notamment pour l'aspect de la fratrie. C'est Gaspard et Margot. Il y a ce côté grand frère qui protège tout le temps, et vraiment, je vais pas dire, je sais pas si je me suis reconnu, mais ça m'a profondément touché. Merci. Donc il y a un côté amour, mais il y a aussi un côté deuil, de faire le deuil de leur maman, en fait, qui disparaît. Est-ce que ce film, c'est plutôt un film d'amour ou un film de deuil? Tu le qualifierais comment? Je dirais que c'est comment on fabrique une famille, et comment on accepte de s'aimer malgré le deuil. Je pense que c'est les deux. Mais c'est aussi un film sur un deuil impossible, parce que Suzanne n'est pas morte dans le film. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui revenait beaucoup quand je faisais mon enquête pour écrire le film sur les disparitions volontaires. C'est un deuil impossible. Quand on ne situe pas la personne, c'est très difficile d'accepter son départ. Et quand voilà, elle peut être au cimetière, ou dans le ciel, ou je ne sais dans quel pays. Mais quand on ne sait pas où et pourquoi, c'est très très compliqué d'accepter le départ de quelqu'un. Et donc je crois que voilà, c'est des personnages qui naviguent dans l'attente, et en même temps qui avancent, mais qui avance lentement. Et je voulais que ce soit un film sur l'attente, sur l'absence, un film de fantôme aussi un peu. Est-ce que la présence de Suzanne habite le film? Est-ce qu'elle va revenir ou est-ce qu'elle va pas revenir? Ça, on ne le dira pas. Je sais pas si toi tu t'es posé la question. C'est marrant, il y a des spectateurs
qui me disent qu'ils ont la certitude qu'elle reviendra pas. Il y en a d'autres qui me disent qu'ils attendent qu'elle revienne. Et voilà, j'avais envie. C'est pas un thriller, je crois. Enfin, c'est vraiment pas ça. Mais je voulais quand même qu'il y ait la présence de Suzanne qui habite le film après son départ. Et je dirais que c'est autant un film sur apprendre à faire le deuil, même quand il est très compliqué, qu'un film sur apprendre à s'aimer, malgré des conditions qui ne sont pas propices à l'amour. Le personnage de Suzanne, il est interprété par Juliette Armanet, qu'on a déjà vu au cinéma en mai dernier à Cannes dans Partir un jour. Ouais. Déjà, Les enfants vont bien, ça a été tourné avant ou après Ça a Partir un été jour? tourné juste après. Juste après, donc elle avait déjà eu l'expérience du plateau. Ouais. Comment ça s'est passé alors la direction de Juliette Oh, Armanet? bah, c'était génial. Franchement, Juliette, moi, je suis absolument fan. Je l'avais jamais vue jouer. En fait, c'est Camille qui m'a amené à un concert à l'Olympia de Juliette pour la fin de Brûler le feu. Et j'ai trouvé ça formidable. On allait la voir en loge et elles se sont pris dans les bras. Et je me suis dit, elles se ressemblent tellement. Elles doivent jouer des sœurs, c'est sûr. Et voilà, j'ai eu la chance que Juliette accepte. Je l'ai envoyé le jour où elle performait pour les Jeux Olympiques. Donc je me suis dit qu'elle l'irait jamais. Et elle l'a lu le lendemain et elle m'a appelé le surlendemain. Et franchement, non, mais Juliette, elle est incroyable. Elle est hyper volontaire et justement, elle a un peu l'innocence d'une jeune actrice alors que c'est une femme de 40, enfin, c'est une jeune femme quand même. Elle a 40 ans, elle est pas vieille, mais elle n'a pas l'expérience de normalement une actrice qui a, enfin, voilà, elle n'a pas l'expérience de son âge. Et en même temps, elle est brillante, elle est très volontaire, elle est très intuitive. C'est toujours juste, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Elle se donne, elle a tellement travaillé sur le rôle, alors que c'est 5 scènes au début du film, et peut-être plus au fur et à mesure du film, mais elle a aucun ego mal placé, tu vois, elle est hyper curieuse, elle venait même quand elle jouait pas pour voir le plateau, et quand elle avait le temps, et je trouve ça génial. Franchement, j'ai adoré travailler avec Juliette. Mais je me demande comment tu as écrit ce personnage, parce que même ce moment de la disparition, parce que c'est hyper brutal, on le ressent en tant que spectateur quand on regarde le film. La disparition, elle est hyper brutale parce que on a donc Suzanne qui vient chez sa sœur, elles ont une discussion le soir. On s'attend à ce qu'en fait il y ait le développement entre de la relation entre ces deux sœurs. Et en fait, c'est hyper brutal. Comme ça, tu l'as vraiment pensé comme ça, Ouais, stopper net la relation entre les deux? ouais, je voulais on croit à un développement, et en même temps, tu vois, elle est jamais vraiment filmée de face, Juliette, et puis on sent qu'il y a quand même un mal-être, il y a un truc qui l'habite. Puis on voit son visage hyper tard dans le film. Et on voit son visage très tard, et je voulais ça, d'ailleurs, je me souviens que sur le plateau, elle me disait, mais tu me filmes jamais de face. Et c'était assez, elle le disait de façon très légère, mais bref, et c'est vrai que, oui, c'était important pour moi que la disparition soit un choc pour le spectateur, soit brutal, et qu'on commence par le pire, et le film va petit à petit vers la lumière. Mais je voulais que voilà, elle est partie, et c'est comme ça, et c'est extrêmement soudain, et je voulais qu'on ressente ce sentiment très soudain dans la mise en scène. Et d'ailleurs, c'est une scène qui prend son temps. Le départ, il y a le petit garçon qui se lève, qui va voir sa tante, qui lui demande où est sa mère, et on suit toute la déambulation de sa mère dans la maison et la longue lecture de la lettre auquel on n'a pas accès. Je voulais que ce soit, voilà, comme en temps réel, ce choix insensé de disparaître, et que le spectateur le ressente vraiment dans la durée. Mais c'est pas possible, elle est pas partie. Et j'avais envie, j'espérais ça. Je me disais, j'ai vraiment que le spectateur se dise, mais c'est impossible, elle a pas pu partir comme ça. Et bah si. Et oui, parce qu'avec la découverte de la disparition, avec un long plan séquence, avec la mise au point qui change pour un petit peu, je trouve que c'était très chouette d'avoir ce changement-là entre donc cette valise et le fond. Et c'est là où je vais prendre mes petites notes que j'ai prises ce matin pendant le film. Il y a un énorme travail sur les seuils, comment formuler? Sur les seuils, en fait, la caméra, souvent, elle est posée dans une pièce qui n'est pas celle où les personnages sont. Ouais, c'est vrai. Et on voit à travers la porte, ou alors quand c'est des scènes dans une voiture, on est à l'extérieur de la voiture. C'est quelque chose que tu as pensé dès l'écriture, ou ça t'est venu sur le tournage? Non, ouais, c'est quand même dès l'écriture, et puis on en a beaucoup parlé avec mon chef opérateur. J'avais cette idée de surcadrage. Je trouvais ça hyper intéressant
comment on incarne l'absence d'un personnage dans un film qu'on ne verra peut-être plus jamais. Je trouvais ça intéressant que ce soit peut-être Suzanne qui les observe, ou en tout cas que le spectateur ait une place un peu d'observateur lointain à travers les fenêtres, ou comme tu le dis, dans une autre pièce. J'aimais cette idée qu'on puisse se dire, et souvent les enfants sont en train d'écouter les adultes dans le film, est-ce que c'est un enfant qui est en train d'écouter, ou est-ce que c'est Suzanne, ou est-ce que c'est nous, spectateurs, qui incarnons la caméra? Je voulais qu'on soit un peu pudique, tu vois. J'avais pas envie, il n'y a pas beaucoup de gros plans dans le film, il y en a, mais il n'y en a pas non plus énormément. Et j'avais envie qu'on reste, qu'on ait une certaine distance. C'est une tragédie, c'est une histoire qui commence de façon assez triste, même si elle l'est pas forcément par la suite, mais j'avais envie qu'on ait une certaine pudeur, qu'on ait du respect pour ces personnages, pour ce qu'ils sont en train de vivre. Et voilà, et j'avais des références. Il y a les films d'Edouard Riant que j'aime énormément, et lui, il est très très fort pour le surcadrage. Surcadrage, c'est donc filmé avec un premier cadre à travers. Voilà. Et je trouve ça formidable, ces films, et ça m'inspirait beaucoup. Il en parlait beaucoup avec mon chef opérateur pour le découpage. Et voilà, je trouve que ça apporte beaucoup de classe, de pudeur, et en même temps d'empathie. Moi, je suis très touché par les plans larges. Ça me touche de voir des gens trop petits dans un cadre. J'ai l'impression de sentir leur peine de les voir vraiment aussi. Ouais, on voit leur corps entier, on sent la dynamique de leur corps entier. Il n'y a pas que leur visage qui compte, et je crois que ça me touche beaucoup. Puis les corps des enfants, ils sont tout petits. Il y a quelque chose d'hyper touchant et de fragile chez eux. Il y a un autre travail aussi, c'est travailler sur les reflets. Oui. Dès le début, dans les rétroviseurs des voitures, dans des miroirs, dans des maisons. Quelle est la motivation qui t'a fait faire ça? C'est un peu, pour moi, c'est la même chose que le surcadrage, les reflets. Parce que du coup, il y a ce cadre, le rétroviseur, c'est un cadre et le personnage est à l'intérieur. J'aime bien comment ça compose les plans. J'avais envie que le film soit quand même visuellement beau, quand tu vois, on travaille vraiment l'aspect visuel du film, parce que c'est un drame, et je voulais pas que ce soit misérabiliste, très naturaliste et tout ça. Pour ce film là, ça m'intéressait vraiment pas du tout. Je voulais pas que ce soit documentaire, je voulais que ce soit vraiment un film de cinéma à voir en salle, et je trouve que c'est comment on compose un plan, c'est important. Et j'aimais cette idée qu'on ne voit jamais vraiment les personnages qu'à travers un reflet. La caméra, c'est déjà un reflet, c'est déjà une image reflétée de la réalité, inversée. Et en plus, on filme ça à travers un miroir. Alors, est-ce que les personnages nous échappent un peu plus? C'est comme des fragments d'eux. J'aimais bien. Il y a plein de significations, mais ouais, c'était vraiment important pour moi. Il y a une dernière chose qui m'a sauté aux yeux pendant la projection, et je voulais te poser la question, est-ce que c'était voulu ou pas? Pendant la... Ah, je sais pas si... Non, je pense qu'on va pas spoiler. Bon, au pire, je biperai. Vas-y. Je biperai, mais... Il y a pendant la scène de la fuite de Gaspard. Ouais. Pour moi, ça m'a sauté aux yeux que c'était le même cadrage et le même mouvement de caméra que les 400 coups. Est-ce que tu y as pensé ou pas? Je voulais te poser la question. Oui, c'est vrai qu'en plus là, je suis allé voir Nouvelle Vague, tu sais, le film, le faux making of de À bout de souffle, et ça commence par la fin des 400 coups. Ça commence par la fin des 400 coups. Si on voit littéralement la fin du film, du vrai film. Et du coup, j'ai repensé à ce film que je l'avais vu il y a assez longtemps, parce il passait à la télé, je sais plus, mais je l'ai vu quand j'étais adolescent. Et j'avoue que quand j'étais adolescent et que j'aimais beaucoup les films d'horreur, j'étais moins là-dedans, et j'étais un adolescent pas très cinéphile, quoi. Enfin, très cinéphile pour les films d'horreur, mais pas pour le reste. Donc le film ne m'avait pas touché à quel point il pourrait me toucher aujourd'hui, je pense. J'étais resté un peu extérieur, mais il m'avait quand même marqué. Et je pense que là, si je le revoyais maintenant, je comprendrais la grandeur du film et tout. J'étais trop jeune, je pense. Mais effectivement, je pense que ça m'a marqué, cette image-là de cet enfant qui court. Il y a plein d'images très marquantes dans les 400 coups. Mais je ne dirais pas que c'était ça la plus grosse référence, même si je pense qu'elle était là. Et que c'est un peu la référence originelle, parce que tous les films après s'en sont inspirés. Mais j'adore les scènes de course au cinéma. Enfin, tu vois, dans Frances A, il y a des scènes de course qui sont démentes. Dans À bout de course, pas À bout de souffle, mais À bout de course, de Sidney Lumet aussi, avec River Phoenix. Il y a des scènes de course, et c'est surtout celles-là qui m'ont inspiré. Il y a des moments où il court avec les chants derrière qui sont hyper forts.
Et voilà, filmé en travelling côté, on court avec eux, on sent. Et en même temps, c'est pas à l'épaule, c'est vraiment travelling. Donc la caméra est posée et elle glisse à côté d'eux, et c'est ce qui est dans le film. Et je sais pas, ça me touchait énormément. Et c'est vrai que j'avais trop hâte de filmer cette scène de course. J'avais trop hâte et c'était vraiment. Et Camille adore courir. Elle a très. Elle a demandé à refaire du coup. Elle le refaisait plein de fois et elle faisait que des blagues sur le fait que c'était le moment de la caster pour un Avengers parce qu'elle avait la forme physique pour être dans un Avengers. Elle était hilarante, on a beaucoup rigolé et le petit garçon Manoa était génial parce qu'après, t'as vu, ils courent et ils ont une cascade dans le parc quand même, enfin dans le champ et bah. C'est une petite cascade, mais quand même, il faut le faire. Ils s'attrapent, ils tombent tous les deux par terre, ils se rétament par terre. Et ils adoraient ce moment-là et vraiment, ils s'explosaient par terre. Enfin, il y a des prises où ils s'attrapaient, ils se tombaient l'un sur l'autre. Et ça les faisait, ça les enchantait, ils tombaient dans la terre, donc ça va. Mais quand même, c'était assez physique, mais c'était le moment physique du film et j'ai adoré ça. Et je voulais, tu vois, qu'on reste en plan large et qu'on soit pas dans le feu de l'action. Je voulais qu'on les regarde avec une certaine impuissance. En fait, c'est comme si la caméra, elle pouvait pas les aider. Et d'une certaine façon, si on ne se rapproche pas, voilà, il y a ce truc de j'ai envie de les prendre dans mes bras, mais je suis loin d'eux et comment faire. Et j'avais envie, enfin moi, c'est ce que ça me procure en tout cas. Alors que si on avait fait une prise où on était à l'épaule très très proche et on bougeait, et en fait, j'avais l'impression du coup qu'on courait avec eux et qu'on les aidait, et ça me plaisait moins. On parlait de tes films que tu regardais quand tu étais adolescent. Il y a un film sur lequel tu reviens tout le temps. Ben, quand j'étais adolescent, c'était vraiment des films d'horreur. Et il y en a plein qui m'ont énormément marqué. Le premier, c'était Esther, de José Colesera. Ça se dit sûrement pas comme ça, mais c'est pas grave, je ne vais pas faire un accent espagnol, je ne suis pas espagnol. Il y a Conjuring qui a été vraiment. Ça, tu vois, c'est des films d'adolescence, mais vraiment, je me souviens de les avoir vus et adorer ça. Sinister de Scott Derrickson, c'était un film que j'adorais et que je regardais beaucoup. Et après, il y a eu des films un peu plus indés, The Poughkeepsie Tapes et tout. C'était des films qui me faisaient super peur. Lake Mungo. Et le projet Blair Witch, évidemment, Grave Encounters aussi. Enfin, j'adorais, je regardais tous les films d'horreur possibles et imaginables, et j'aimais vraiment quand c'était un peu camp, quand c'était vraiment fan footage fait avec 3 fois rien, ça me plaisait beaucoup. Et maintenant, après, voilà, c'est plutôt le cinéma d'Edward Young, Yi, A Brighter Summer Day, Taipei Story, les films de Koreeda, Maboroshi, c'est un de mes films préférés, Nobody Knows, évidemment, Une affaire de famille, Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan, même quand il fait You Can Count on Me, Kramer contre Kramer, Ordinary People, À bout de course. Il y a un film dernièrement que tu as vu et qui t'a marqué particulièrement au cinéma ou chez toi? C'est pas facile. Mais c'est pas forcément un film récent? Non, pas forcément. Je sais pas si tu vas souvent au cinéma. Ouais, j'y vais tout le temps. J'adore. J'y vais un peu moins en ce moment, j'ai moins le temps, donc en fait j'ai moins vu les films récents. J'ai vu Valeurs sentimentales de Joachim Trier que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui m'a beaucoup ému. Et sinon, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai revu Scène d'un mariage de Bergman et malheureusement Bergman était un nazi. Je remets dans le contexte, on l'a appris récemment dans la presse, ce qui tâche quand même beaucoup sa filmographie, mais voilà, j'ai revu ça récemment avant de savoir que c'était un nazi, et le film est vraiment très très fort, mais ouais, je sais pas qu'est-ce qui m'a le plus. Bah si, j'ai revu Yi au cinéma, il est ressorti en septembre. Et c'était franchement de le voir en salle, je l'avais jamais vu en salle, d'Edward Young, Yi d'Edward Young, et ça a vraiment changé ma vie. Enfin, vraiment, je suis sorti de la salle et je n'ai pas arrêté d'y penser pendant une semaine. C'était fabuleux. Enfin, c'était vraiment le plus beau film que j'ai vu au cinéma cette année. Pour finir les épisodes de Phase B, d'habitude, je demande à mon invité s'il a des prochains projets, etc. Ouais. Je pense que c'est un peu trop tôt pour toi pour te poser cette question. Ouais, là je commence à écrire tout doucement. Et il y a un film que j'ai très envie de faire, mais c'est vrai que moi je suis très superstitieux. Et à chaque fois que j'ai trop parlé d'un film, il ne s'est pas fait. Donc, comme c'est encore le début et que je ne sais pas où ça va aller, ce que ça va devenir, tu vois, après les drapeaux de papier, je parlais du film d'horreur que je devais faire et au final, il ne s'est pas fait. Et quand j'ai sorti Tony, il y a des journalistes quand même qui me disaient « Mais du coup, vous nous aviez parlé d'un film d'horreur, c'est celui-là, il a changé ?» Je dis « Bah non, vous voyez bien quand même que ça n'a rien à voir avec un film d'horreur. » Mais donc, c'est vrai que là, voilà, je ne sais pas exactement si c'est ce film qui va se faire, où ça va mener, mais il y a un film que j'ai très envie de faire et voilà, j'y pense beaucoup. Et c'est un film encore beaucoup plus personnel que Les enfants vont bien. Et j'aimerais vraiment le faire, c'est important pour moi, mais je ne sais pas encore où ça va aller, comment ça va se développer.
et si ça va se faire. Mais On j'espère. le garde secret donc. pour Ouais, le et on moment. se reverra à la sortie du film. Ouais, ben peut-être dans un an et demi. Ouais, Le temps de 2 ans, tourner, je pense, d'écriture. ouais. 2 ans minimum. Hein. Et par rapport, pour finir sur Les enfants vont bien, qu'est-ce que tu attends de la sortie de ce film en fait? Mais du coup, là, quand on se parle, on est à la sortie du film. Oui. Bah, Et 2 jours avant là. Ok, j'espère que Pas ça du tout en va octobre. bien se passer. J'espère que les gens vont l'aimer, le film. Là, je suis content parce que j'ai l'impression que la presse, ça va, ça se passe bien. On a vraiment des bonnes critiques. Donc, je suis heureux et les attachés de presse sont heureux. Mais voilà, la presse, c'est hyper important, mais c'est aussi important que les spectateurs s'emparent du film. Et on fait des avant-premières et ça se passe super bien. Donc ça, je suis content aussi. Et le public a l'air vraiment d'apprécier le film et de le comprendre. Voilà, j'espère qu'ils iront le voir, j'espère qu'ils seront nombreux en salle et que ça leur plaira. Et moi, j'ai très envie d'échanger avec les spectateurs. Donc j'espère que je pourrai continuer à faire des soirées débats où on échange après le film, parce que c'est les moments les plus enrichissants. J'espère qu'on fera suffisamment d'entrées pour que je puisse faire un nouveau film, et j'espère que les spectateurs qui iront seront contents de leur visionnage. Bah, merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cet épisode de Phase B que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube en version vidéo. Nathan, on peut te suivre où sur Insta? Principalement sur Insta, ouais, j'ai mon vieux Facebook où je poste que des trucs pour le film et un peu Twitter, mais bon, c'est un réseau social qui est quand même très difficile et les gens sont quand même très méchants, donc je le garde juste pour poster des trucs, mais je n'y fais rien d'autre et je ne promote pas ce réseau social, donc ouais, sur Instagram. Mais merci de m'avoir invité, en tout cas, Bon, c'était super ben, je chouette. rappelle que Les enfants vont bien, ça sort le 3 décembre, Le 3 donc, décembre. dans 2 jours. Le 3 décembre, dans 2 jours au cinéma, il faut y aller. Et c'est un super drame avec Camille Cotin, Juliette Armanet, Monia Chokri. Je vous invite vraiment à aller le voir et à suivre Nathan sur Instagram. Et puis je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Phase B. À bientôt.